Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour la quotidienne du 30 août. Au sommaire et en actu aujourd'hui, petit bilan et retour sur les vacances d'été. Et oui, ça a l'air déjà bien loin, mais on a tous en tête ces images des montagnes de valises entassées dans les aéroports, des files d'attente et peut-être la peur de voir son avion ou non supprimé. On y revient justement en plateau. On reviendra également en actu sur le dernier conseil communal de Nyon. Ça avait lieu lundi soir et la municipalité a fait une annonce. En mars 2023, l'EVAM et la ville de Nyon devraient construire une structure d'accueil provisoire pour migrants de 90 places au sud du quartier de la Levrate. En sport, on revient sur les championnats du monde de tchoukball avec deux athlètes nyonnais qui reviennent pour nous faire part de cet événement et puis qui reviennent surtout avec 2 médailles. Enfin, en culture, on monte jusqu'à Saint-Cergue pour revivre cette première édition du festival de jazz, toute en émotion. De ton côté, Alexandre, où es-tu? Que fais-tu aujourd'hui? Salut Andrea, eh bien je me trouve à la Compostière juste en dessous de Givrin. Alors je ne vais pas te parler de compost, c'est pas ça le sujet, mais c'est parce que juste ici se trouve l'atelier de réparation de l'association Nyon-Saint-Cergue Rétro. Alors tu le vois derrière moi, oui, c'est la passion des trains qui les anime à rénover justement. Eh bien là tu vois un wagon qu'ils viennent d'acquérir la semaine passée. Leur but c'est de rénover tous ces anciens wagons qui ont plus de 100 ans maintenant et qui circulaient à l'époque sur les voies Nyon, Saint-Cergue, justement. Et alors, il y a cette acquisition et puis il y a surtout les portes ouvertes du 3 septembre. Bref, on va parler de tout ça et on va visiter surtout l'atelier et voir quel est le travail de cette association avec le président Denis Sipel. À tout à l'heure, Andrea. À tout à l'heure, on se réjouit de vivre ce voyage en ta compagnie, Alexandre. Avec nous aujourd'hui, plusieurs invités qui sont là. Alexandra Arougeau, vous êtes joueuse de l'équipe suisse de tchoukball. Bonjour. À vos côtés, Arnaud Hurlimann, vous êtes joueur de l'équipe suisse moins 18 de tchoukball. Et avec nous également, Stéphane Jaillet, vice-président de la Fédération suisse du voyage. Bonjour Stéphane Jaillet, je vous en prie, venez me rejoindre sur le plateau. Stéphanie Schmutz, municipale en charge de la cohésion sociale pour la ville de Nyon, nous rejoindra en cours de route. Stéphane Jaillet, comment s'est passé ces vacances d'été? Mais magnifique, on attend les prochaines, d'automne. On va en parler peut-être justement de l'automne, mais pour y revenir, pour cette saison et cet été, on a parlé de retard, de suppression de voyages, de valises qui traînaient. Quel bilan vous en faites? Alors c'était effectivement un bilan assez sportif, vu qu'on a du sport tout à l'heure. Mais Genève n'était pas vraiment impliquée en tant qu'acteur, parce que c'est le problème, ou une problématique des gros hubs, que ce soit du Paris, du Amsterdam, du Francfort, du Londres, etc. Là, il y a eu vraiment une gabegie. Et puis, en phase finale, à la fin du processus, il y a effectivement Genève qui s'est débrouillée avec les moyens du bord, mais qui a quand même pu, on va dire, limiter la casse au niveau des bagages. Après, il y a évidemment tout ce qui était annulation de vol, tout ce qui était suppression de prestations aériennes. Et là, ça a évidemment les effets collatéraux pour les voyages, soit à l'aller, soit au retour. L'aller, on est encore un peu plus patient, mais quand on doit revenir d'un pays magnifique ou avec plein de bons souvenirs, c'est toujours compliqué d'avoir encore 1 heure, 2 heures, 6 heures, 10 heures de retard. Mais dans l'ensemble, ça s'est relativement bien passé. Le bilan était plus noir en amont qu'il l'a été réellement. Ouais, et puis c'est vrai, quand on part en vacances, de toute façon, ça nous fait plaisir, donc on reste sur le positif. Au niveau des chiffres, justement, est-ce qu'on peut parler d'une année de revanche? Alors oui, c'est surtout le voyage de revanche. On a vu 20, 21, comme on le dit souvent. C'est vrai que les gens ont eu un budget un peu plus important que les années précédentes. Il le fallait d'ailleurs, parce que le prix des billets effectivement, il y a eu aussi un effet collatéral entre l'offre et la demande. Donc c'est vrai que l'offre était relativement plus chère. On l'a souvent dit, n'attendez pas le dernier moment pour. Vraisemblablement, le message a passé, mais le budget est effectivement plus élevé de 10% à peu près. Ouais, est-ce qu'on pourra justement aujourd'hui avoir une marge de manœuvre pour revenir à des prix moins chers et compétitifs? Alors on a vu avec du recul, même un tout petit recul par rapport à fin août, que les gens ont voyagé moins souvent, mais plus longtemps. Donc, on apprécie ce mécanisme puisque ça veut dire que le tourisme de masse est en train de se réduire un petit peu. C'est-à-dire que les voyageurs ont changé leur mode de voyage? Sont en train de changer. On n'arrive pas encore au slow tourisme en bon français, mais on prend justement cette orientation-là et c'est ça qui est intéressant dans ce constat.
Ouais. Est-ce qu'il y a eu des destinations préférées et qui ont été sollicitées justement par les Suisses? Oui, alors souvent, ce qui se passe sur le bassin méditerranéen, l'été est très porteur, hein, donc on a toutes les îles du bassin méditerranéen. La Grèce a explosé, dans le bon sens du terme, parce qu'ils ont atteint plus que 15% de l'année 2019. Et il faut toujours voir dans le rétroviseur un petit peu ce qui se passe avec la Russie, avec l'Ukraine. Donc, pas mal de pays européens ont perdu toute une masse de touristes russes qui a été largement compensée par les Américains, étant donné qu'aux États-Unis, ils ont gonflé et mis en place beaucoup de vols supplémentaires au départ de certaines villes américaines pour la Grèce en particulier, mais aussi pour l'Europe. Donc les pays qui ont perdu d'un côté ont récupéré des touristes américains. Ouais, c'était aussi plus facile de voyager puisque souvent les pays ne demandaient plus ces fameux tests Covid. Pour revenir notamment sur le rôle des agences de voyage dans tout ça, vu qu'il y a eu pas mal de difficultés, de complications, est-ce que le rôle d'une agence de voyage aujourd'hui aussi, elle tend à changer également ? Alors, elle n'a pas changé. On a surtout réussi à avoir un peu de lumière avec cette crise. Ça a mis en avant justement nos valeurs ajoutées de conseil et elles sont encore là. Les gens on sent qu'ils sont plus exigeants quand ils poussent la porte d'une agence de voyage parce qu'on leur a dit poussez la porte, il y a des frais de conseil ou des frais de service, etc. On peut les appeler comme on veut, mais poussez la porte. Ils l'ont fait, ils nous ont entendus. Et c'est vrai que là, il y a une exigence, une barre qui est montée par rapport au retour de prestations que le client veut, en toute légitimité et en toute transparence. Et c'est à nous de saisir cette opportunité-là, ce qu'on a fait et ce qu'on va continuer à faire pour montrer qu'on apporte vraiment une valeur ajoutée et dans le conseil, dans le suivi, avant, pendant et après le voyage. Ouais, les politiques qui vous ont tendu à demi-mot, on va le dire comme ça, puisque vous n'étiez pas vraiment réellement satisfait, est-ce qu'aujourd'hui, il y a espoir que certaines choses continuent à changer et aller dans le bon sens ? Alors, on a quand même pu obtenir pas mal d'aides et on le voit sur le terrain, il y a très peu d'agences qui ont dû fermer réellement. On a une faillite d'un réseau qui s'appelle STA, mais il y a très très peu d'agences qui ont fermé. Par contre, elles se sont réduites de manière très forte. Et ce qu'on a maintenant de nouveau en toute objectivité, c'est qu'on a perdu certaines compétences et connaissances au niveau de nos gens, qu'on doit justement aller rechercher, recréer, reformer. Mais la substance même des connaissances et des compétences, on les a toujours, mais ça s'est réduit. Ouais, vous nous parliez tout à l'heure des vacances d'automne. Qu'est-ce qu'on peut déjà en dire ? Alors, il y a une petite frilosité par rapport à l'automne. Comme vous le disiez en préambule, les gens viennent de défaire leurs valises, les jeunes sont rentrés à l'école, etc. Donc, il n'y a pas encore une orientation qui se précise. On voit par contre que le long courrier, vu que c'est quand même assez lié à la saison automne-hiver, se rouvre gentiment. Et c'est vrai que l'Asie se rouvre aussi, où la Thaïlande, c'est maintenant facile d'y aller. Le Vietnam est complètement ouvert et d'autres pays. Donc là, on va aussi sur une réouverture de l'Asie qui fait partie des destinations hivernales et automnales. Ouais, Stéphane Jaillet, vous êtes le vice-président de la Fédération suisse du voyage. Merci beaucoup pour ces précisions. Avant de vous laisser partir, on va enlever cette casquette et poser une autre, puisque vous faites partie du comité directeur de région de Nyon Tourisme, puisqu'on en parle, le Nyon-Saint-Cergue, ce fameux petit train rouge à la rénovation. Ça vous fait quel effet justement de voir qu'aujourd'hui on réhabilite certains outils qui sont là et qu'on met au goût du jour? C'est juste magnifique parce que c'est du patrimoine. J'étais à la fête de lutte à Pratteln ce week-end, c'est aussi du patrimoine. Et on se doit de donner des moyens aux passionnés pour poursuivre ces rénovations. Moi-même, je roule avec des vieilles voitures de plus de 30 ans, une vieille moto de 1970, une de 1992. Donc on pourrait vous voir bricoler sur ce petit train rouge. Alors je suis relativement mauvais bricoleur, je me donne de la peine, j'en fais, mais j'en ai aussi de temps en temps dans le bricolage. Mais alors avec plaisir, j'adore tous ces passionnés autour de ces objets et aussi des fours à pain, ou tout ce qu'on peut remettre en lumière, tout ce qu'on peut montrer aussi à la nouvelle génération. C'est que du bonheur. Ouais. Stéphane Jaillet, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. Alexandre, on va retourner à toi. Fais-nous donc un petit cours de bricolage. Oui, Andrea. Du coup, je suis en compagnie de Denis Sipel, qui est donc le président de cette association Nyon-Saint-Cergue. Bonjour, Denis. Oui, bonjour. Alors, vous avez acquis ce wagon qui date de 1915, qui circulait avant sur la ligne Nyon-Saint-Cergue. Qu'est-ce que ça fait pour vous d'avoir acquis ce magnifique wagon à rénover? C'est la nostalgie. Quand on était à l'école, on montait à Saint-Cergue skier.
dans ces wagons, tout ça. Et puis qui ont été donc enlevés en 1985, c'est ça? 85, ils ont été vendus au chemin de fer de la Mure. Ouais, Quand ils avaient reçu les nouvelles rames. d'accord. Puis à la Mure, ben, ils ont roulé jusqu'en 2010. Et puis après, il y a un éboulement sur la ligne, là-bas. Et puis tout est tombé à l'eau, ils n'ont pas rien fait, puis ils pourrissaient là-bas. Donc ils les ont laissés là-bas, et puis vous avez dit, nous on les veut. On a été chercher l'automotrice en 2010. Oui, et puis on va après, voir après d'ailleurs. Ouais. ouais, et puis on était chercher ce wagon, mais il a fallu 4 ans de tracasserie avec les autorités françaises pour y avoir. Parce que ça a mis longtemps. Ça appartenait au conseil régional de l'Isère. Ah, d'accord. Alors, on vous dit oui, c'est bon, mais il faut que ça passe devant le conseil. Puis, ils ont 2-3 séances par année. Ils vous disent oui, ça va passer dans telle date. Puis après, non, on n'a pas eu le temps, là, ça s'est repoussé. Ah ouais, tout après, prend du temps, mais là, après, ça y est. Il y a eu le Covid. Ah, oui, voilà. Bien sûr. Bon, mais là, ça y est, il est arrivé. Alors, je vais juste tourner la caméra, Andrea, pour que on voit un petit peu que Denis nous emmène voir un petit peu ce wagon et puis les travaux qui vont être faits. Alors, bon, déjà, là, ce qu'on voit, c'est les roues du train, en fait. Ouais, c'est les bougies, ça s'appelle. Les bougies. Les bougies. Ouais. OK. Et puis, du coup, vous allez les rénover aussi. Qu'est-ce que vous allez faire là-dessus? Ah oui, tout démonter, ce qui est démontable. Démonter les roues, apprendre à retourner les roues. Toutes les lampes dorsales, il faut tout démonter, graisser les boulons. Puis on va tout sabler le châssis, être complètement neuf, reverni. Alors, quand vous dites on va faire, c'est qui on? Ouais, c'est l'équipe qui bosse ici. Ouais, vous êtes combien dans cette association? On est ici pour travailler, on a 8 et 10. Ouais. Et pour autrement, l'association, on est 150 membres. D'accord. Mais qui travaillent ici, on est 8 et 10. Alors, allez-y, je vous suis. Alors, voilà. Amenez-moi dans ce wagon. Et alors, vous travaillez quoi? Bon, c'est par passion pour les trains et puis notamment pour cette ligne qui vous rappelle votre jeunesse, à ce que j'ai compris. Voilà. Mais alors, vous travaillez combien de fois par semaine à faire ces travaux? Alors, avant, on travaillait le samedi, parce que tout le monde était, disons, encore en plein boulot. Ouais. Puis maintenant, comme on est les 3/4 retraités, donc maintenant, on travaille encore le jeudi, souvent. Des fois, le mardi, ça dépend. D'accord. Alors, voilà. Alors là, donc, je pénètre dans ce wagon. Donc, je le répète, André, il date de 1915. Et alors, rien n'a bougé finalement. Alors là, il y a tout on voit qu'il y a tout à refaire. Là, il n'y a plus de fenêtres. Donc, est cassé, il n'y a plus que 2 vitres. Il y en a une. Il y a une vitre là, mais sinon, les autres, elles sont cassées. Alors là, vous allez tout refaire à neuf? Oui, tout, complet. D'accord. Le plafond, le toit, tout. On va tout démonter. Tout ce qui est bon, on démonte tout, les tôles. On refait tout à neuf. D'accord. On va mettre le châssis à nu, on va le sabler, le revernir, puis on va redémarrer. Et le but, c'est quoi, Denis, à part le fétichisme des trains, j'ai envie de dire? Est-ce qu'il y a un but derrière ces rénovations? Après, le but, c'est que la locomotive, puis l'automotrice et ce wagon, on a encore 2 wagons marchandises qu'on va mettre sur la ligne, puis on va faire des trains nostalgiques. D'accord. Et puis on va regarder si on va faire un train fondu ou quelque chose comme ça. On voit les vieux haut-parleurs aussi. Oui, mais ça, non, c'est pas du vieux, ça. Ah, ça, c'est du plus récent. C'est à la mur qu'ils avaient maquillé. Ah. Ça, on va y enlever. Alors voilà, jusque-là au bout. Voyez, l'arrêt de voir là, c'est tout. Donc, c'est un 30 places. Voilà. D'accord. Et puis, vous pensez que ça va vous prendre combien de temps pour le remettre à neuf, celui-là? Je suis là pour 4-5 ans. 4-5 ans. Et alors, les négociations avec la ligne Nyon-Saint-Cercle vont bon train, j'ai envie de vous dire. elles allaient, mais maintenant, comme ça change de directeur, Ouais. Alors, il faudra voir que c'est nouveau, comme ça va. D'accord. Pour pouvoir justement remettre sur rail ces trains. Denis, merci de m'avoir montré ce nouveau wagon. Et puis, Andrea, du coup, je vais faire une petite pause et puis on va aller à l'intérieur, à l'atelier, pour voir justement l'automotrice qui, elle, a été rénovée par Denis et les bénévoles de cette association depuis 2010. Et puis, tu vas voir, c'est déjà bien avancé. Et puis, elle est assez jolie, cette automotrice. Je t'en dis pas plus. Elle est presque finie. À tout à l'heure, Alexandre. Merci beaucoup. On ouvre une page d'actu et retour sur le conseil communal de Nyon. L'EVAM et la ville de Nyon souhaitent mettre en place un centre d'accueil temporaire pour les réfugiés d'Ukraine. Et d'ailleurs, une parcelle au sud du quartier de la Levrate a été retenue pour ce projet qui devrait voir le bout en mars 2023. L'annonce est tombée lundi soir lors du conseil. On en parle avec vous, Stéphanie Schmutz. Bonjour, je vous invite à me rejoindre sur ce plateau. Venez seulement, vous nous rejoignez en cours de route. Alors, on l'a dit, c'est finalement bonjour. Bonjour. Un projet qui rejoint Nyon. Après ses voisines Gland et Morges, Nyon rattrape finalement son retard. Oui, ça fait longtemps que nous cherchons à aider les femmes et surtout les personnes qui cherchent à pouvoir s'établir en Suisse.
Et puis, il y a eu plusieurs projets qui n'ont pas vu le jour. Et puis là, nous avons une nouvelle opportunité. Donc, nous avons répondu favorablement lorsque l'EVAM nous a approchés. Ouais, 3 projets justement qui ont été refusés par les Nyonnais. On s'en souvient, il y avait également eu un référendum où les Nyonnais avaient refusé ce centre d'accueil pour réfugiés. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait la différence ? Je crois qu'il y a eu un élan de solidarité avec l'arrivée en masse des Ukrainiens, en pays proche de chez nous, avec des personnes qui nous ressemblent. Et je pense qu'il y a peut-être en fond un peu plus favorable à l'accueil des requérants, même si ce centre n'est pas prévu uniquement pour les Ukrainiens. Mais justement, ce centre, à quoi est-ce qu'il va ressembler ? Parce que c'est un projet financé par le canton qui permettra d'accueillir 90 personnes, des hommes, des femmes, des enfants, dès mars prochain. Mais quels seront déjà peut-être les critères d'accueil ? Alors, les critères d'accueil, c'est l'EVAM qui va s'en occuper. Ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas des personnes déboutées, donc plutôt des personnes qui auront peut-être la possibilité de travailler. Donc voilà. Par contre, à quoi est-ce qu'il va ressembler ? C'est vraiment temporaire. L'EVAM a acquis des bâtiments, si on peut appeler ça comme ça, temporaires. On servait à un hôpital pendant des travaux, l'autre à une banque aussi pendant des travaux. Donc ils vont venir installer ça sur le terrain. Ça sera vraiment quelque chose pour quelques années. On estime environ 5 ans la durée de vie de ces bâtiments sur cet espace-là. Ouais, à l'époque, lorsqu'il y avait eu notamment ces oppositions, les Nyonnais faisaient notamment, et certains conseillers faisaient part d'une demande d'avoir des bâtiments qui étaient mixtes. Est-ce que là, ça sera le cas ? Non, là, on répond vraiment à l'urgence, vraiment à une arrivée massive, comme je disais, d'Ukrainiens, d'Afghans. L'EVAM ne sait pas où mettre ces personnes. Vous parliez de Gland tout à l'heure, ce n'est pas une situation idéale, du reste qui ne devrait pas durer encore plus d'une année, je crois. Là, c'est quand même des logements, alors des logements temporaires, mais c'est quand même des conditions un peu meilleures. Et puis, il faut trouver de la place. On a eu de nombreuses arrivées en Suisse, et notamment dans le canton de Vaud. Donc voilà, c'est une manière de répondre à cette urgence. Ouais, une annonce qui a donc été faite lundi soir lors du conseil communal. Florian Cavalieri est allé à la rencontre des conseillers à l'issue de ce conseil pour connaître leur avis justement sur ce projet. On les écoute. Aurélie Egelschweiler, bonjour. Vous êtes aussi la présidente du lieu-dit. Comment vous avez accueilli cette nouvelle donc, de créer une structure provisoire de 90 places pour des réfugiés dans le quartier de la Levrate ? Alors, très très surprise parce que je m'attendais absolument pas à cette nouvelle, c'était une nécessité ici à Nyon. C'est vrai qu'on s'était déjà battu pour un foyer et puis ça n'avait pas eu lieu. Mais tant mieux parce qu'au final, ils vont pas retourner dans des abris PC. Ça, c'est vraiment la très très bonne nouvelle. Et puis, je pense que nous, on peut diffuser cette information très loin et j'espère que la population elle sera très réceptive et puis qu'elle s'autorisera en fait de se sentir libre d'aller à leur rencontre et puis de voir que ça pose aucun problème, quoi. C'est des gens qui s'intègrent très très bien. Grande annonce, mais ô combien nécessaire vu les conflits sociaux, démocratiques, politiques qu'on vit aujourd'hui dans le monde. Et Suisse, terre d'accueil, et Nyon, d'autant plus terre d'accueil aujourd'hui, nous devons l'être. Voilà, merci Chloé Bess, chef de groupe du Parti Socialiste. On va tenter d'aller un peu plus loin. Oui, bon, il y a un projet de bâtiment à construire sur le site de l'ancienne voirie, mais je pense que cette solution-là a dû être choisie parce que ça ira plus vite de monter un centre provisoire. Puis on sait qu'il y a urgence. Bon, évidemment, ce sont probablement des Ukrainiens qui ont fait que on s'est un petit peu plus sensibilisé dans la population que vis-à-vis d'autres réfugiés. Alors le PIL, finalement, faiseur de roi, est plutôt pour ce projet. Moi, il ne me dérange pas. D'ailleurs, on a toujours été au Parti indépendant, on a toujours été pour un centre de requérants d'asile. On ne voulait pas, à l'époque, que ça soit que ça, un gros silo avec des hommes seuls. On voulait que ça soit partagé pour pouvoir accueillir des familles. Ben voilà, merci Jackie Collomb, représentant du PIN. On va essayer d'aller voir du côté de la droite. Vous pensez que la droite est plutôt pour, finalement ? Je sais pas, je vous ai dit personnellement parce que je viens de l'apprendre en fait qu'il y avait un centre pour requérants. Moi-même, je soutiens les réfugiés ukrainiens. Donc voilà, pour moi ça me parle évidemment, mais ça n'engage que moi. Stéphanie Schmutz, très franchement, est-ce que vous pensiez que les conseillers allaient aussi bien réagir ? On entend quelques conseillers, mais je suis très contente d'entendre cette opinion favorable.
Ouais, alors, on le disait, il y a cette opinion-là qui est favorable. Bien entendu, ce n'est pas le cas de tous les conseils puisqu'on ne les a pas tous entendus. Mais j'aimerais savoir, est-ce que c'est une obligation légale de remplir un quota d'accueil concernant le nombre de réfugiés ? Légal, c'est difficile à dire. Le canton essaye de répartir les requérants en fonction du nombre d'habitants. Donc c'est vrai qu'on était en dessous de la moyenne, même que depuis les différents projets, il y a des structures, des appartements qui ont été ouverts, à Bourgogne, au bord du lac, à la Coda. Mais c'est vrai qu'on était, par rapport à d'autres villes, largement en dessous du, je ne sais pas si on peut dire quota de requérants qu'on aurait pu accueillir en ville de Nyon. Alors après, moi je ne sais pas si c'est légal, mais je pense que c'est une volonté de la municipalité d'œuvrer aussi, de montrer cette ville de Nyon qui a du cœur et qui veut aussi faire sa part d'accueil. Alors en termes de calendrier, une convention bail à loyer réglera le prêt du terrain par la ville. L'installation se fera quant à elle fera l'objet d'une mise à l'enquête courant septembre et une soirée d'information aura lieu le mercredi 28 septembre à 20h à la salle communale en présence du directeur de l'EVAM et des représentants de la municipalité. J'aimerais savoir si justement il y a aujourd'hui des oppositions à partir du moment où la mise à l'enquête est lancée sur le pilier public. On a 30 jours pour faire recours, sachant que cette soirée d'information arrive fin septembre. Est-ce qu'il y aura assez de temps justement pour laisser cette marge aux opposants peut-être de se lancer dans une opposition? Oui, la mise en enquête n'est pas encore faite, elle arrivera mi-septembre. Mi-septembre, on n'a pas encore de date précise. Non. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il faut que les choses suivent leur cours et puis voilà, ça dépend de différents facteurs, mais on peut estimer environ à mi-septembre. Très bien, Stéphanie Schmutz, on l'a dit, donc pour un projet qui devra éclore pour mars 2023. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avant de vous laisser partir, on va revenir aussi sur plusieurs projets qui ont été cités et mentionnés lors du conseil communal de hier soir, des projets importants. Donc après ce projet lié à l'EVAM, on va revenir sur les décisions prises par le conseil communal, plusieurs objets qui ont été acceptés. Alors premièrement, un crédit de fonctionnement couplé à un crédit d'investissement concernant le développement du projet pleine terre du parc Pertan avec la création de 4 postes de travail. Deuxièmement, les conseillers ont également accepté de délier la bourse pour permettre la valorisation de l'amphithéâtre avec le projet Jules II. Et enfin, de réaménager la place du château et d'augmenter le capital de Thermoréseau, un pas décisif pour placer Nyon sur le chemin des énergies renouvelables et de l'autonomie énergétique. Justement, on écoute les conseillers à l'issue du conseil en rapport avec ces préavis-là. On a voté un sujet très important ce soir. Il s'agit de Thermoréseau. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? C'est des années, sauf erreur, le premier vote c'était il y a presque 5 ans. On en discutait tout à l'heure, donc ça fait des années qu'on attendait le vote de ce préavis. 8 millions quand même pour l'énergie durable, de chauffage à distance. Donc magnifique projet des services industriels. Allez, dans le désordre, il y a eu aussi Pertan, un projet assez important qui lance finalement tout ce projet sur Pertan. Le grand projet de Pertan, il y a eu le grand projet aussi pour les locaux de la place du château. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ce soir ? L'amphithéâtre. L'amphithéâtre, oui. Immense projet de l'amphithéâtre. On est heureux pour la concrétisation du magnifique amphithéâtre. Très content du résultat, puis c'est le dernier de la place du château. Je pense qu'on est dans un joli projet qui prend en compte bien des aspects locaux communaux et aussi animation de la place. Amphithéâtre, il y a longtemps qu'on attend. Il faut que ça bouge, il faut que ça avance. Alexandre Fédéraud, alors c'est le chef de groupe du Parti des Verts. Alexandre Fédéraud, bonjour. Vous avez dit ce soir, on a certainement voté le préavis le plus important de toute la législature. Je pense que c'était un préavis très important donc sur le Thermoréseau pour que la ville sorte des énergies fossiles pour le chauffage. Oui. Et pourquoi c'est le plus important de cette législature ? J'ai pas dit que c'était le plus important, je dis que c'est un préavis important, donc un des préavis importants qui a été voté, car c'est un des éléments avec la géothermie qui va permettre en fait à la ville entière de sortir des énergies fossiles pour le chauffage. Stéphanie Schmutz, ça y est, on est au cœur des grands défis de cette législature. Exactement, c'est tous des préavis qui répondent aux lignes directrices que la municipalité a dictées. Et on est très très satisfait de voir l'adhésion du conseil communal à ces projets. Ça met vraiment du baume au cœur après ces moments difficiles vécus.
Ouais, c'est vrai que c'était des votes unanimes, là il n'y avait pas eu de débat, c'est des votes clairs finalement au sens de l'exécutif. Très clair. Le conseil communal, comme je dis, adhère, veut aller de l'avant avec les projets, veut voir la ville se transformer, s'améliorer. Est-ce qu'on fonctionne mieux à 6 qu'à 7 du coup, puisque vous faisiez part justement de ces temps difficiles, est-ce qu'on fonctionne mieux qu'à 6 qu'à 7 ? Non, le nombre importe peu, pour autant qu'on travaille dans le même sens. Je pense qu'en municipalité, c'est important d'avoir un travail de cohésion. On a des partis différents, mais on a le même but, valoriser la ville de Nyon, améliorer son fonctionnement. Et puis je crois que là, on est 6 personnes qui vont dans le même sens et c'est fort agréable. Stéphanie Schmutz, municipale en charge de la cohésion sociale, notamment pour la ville de Nyon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. On va retourner à Saint-Cergue. Ce petit train rouge, vous, quel effet il vous fait ? J'aime bien le petit train rouge, le prendre pour monter à Saint-Cergue, avec plaisir toujours. Alexandre, on retourne donc à toi. Oui, et donc je vais te faire un avant-après, Andrea. Tu as vu donc dans quel état arrive un wagon ici à l'association Nyon Saint-Cergue Rétro. Et alors voilà le travail qu'ils font. Alors je tourne la caméra, voilà. J'ai retrouvé Denis. Alors déjà, voilà une bogie complètement rénovée. Et puis surtout, ce qui est intéressant à voir, puisque la bogie, c'est quelque chose, bien entendu, Denis. C'est les moteurs qui font avancer la locomotive. Mais ce qui est super, c'est justement la locomotive qui est derrière vous. Voilà, qui a été donc, qui est arrivée ici en 2010, c'est ça 2010, voilà, tout à fait. Alors, présentez-la nous un petit peu. Vous lui avez fait une beauté, vous lui avez mis ses phares et tout. Vous avez tout fait pour nous accueillir ici aujourd'hui. Alors, montrez-nous racontez-nous un petit peu l'histoire de cette automatrice. Automotrice. Alors, automotrice, là, elle est de 1916, du début de la ligne. Ouais. Elle a été jusqu'à 1985. Elle était en attendant les nouveaux trains qui sont là. D'accord. Qui est présent. Puis celle-ci, elle était partie il y a 5 jours de Comiers pour le train de la Mure. D'accord. Et puis elle est restée jusqu'en 2010 qu'on était la récupérer parce qu'ils ont abandonné la ligne. Et puis on l'a rapatriée chez nous, mais on a tout changé. On a tout démonté, le bois, la caisse, les vitres, les tôles, c'est tout neuf. Bon, on va voir ça. Alors allez-y, je vous suis. On monte à bord du petit train rouge Nyon-Saint-Cergue, mais donc rénové par votre association. Voilà. Voilà qu'elle est belle. Alors voilà. Alors, ça fait 10 ans que vous travaillez là-dessus. Plus de 10 ans, 12 ans que vous travaillez là-dessus. On arrive au bout, là. D'accord. Et ici, ça, c'est le fourgon, là. Hein. Ouais. Là, les portes pour rentrer de côté, là, ils mettaient les boîtes à lait, ils mettaient un peu le courrier. D'accord. Dedans. Et puis ici, en avant, ça, c'est le poste de pilotage. Ouais. Devant, ici. Alors, montrez-nous un peu comment ça fonctionnait à l'époque. Ben là, il y a encore un voile, une roue, là, pour faire avancer. Puis il y a des crans pour faire aller aussi le... Vous voyez, il y a une aiguille là-bas avec des crans, 1, 2, 3 crans, c'est pour mettre la tension sur les moteurs, pour la faire avancer. Ouais. Puis là où il y a tous les manomètres qu'on a refaits. D'accord. Mais alors, comment vous pouvez trouver justement le matériel adéquat pour pouvoir bricoler tout ça? Ceux-là, c'était les manomètres existants qu'on a tout démonté et révisé. D'accord. Ici, ça, c'est tout ce qui est frein. Et puis maintenant, on est retourné à Saint-Georges de Comiers, comme une automotrice qui se démonte, qui est comme en ruine. Ouais. On a récupéré des pièces en bas. D'accord. Et qui c'est qui finance tout ça? Alors, allez-y pendant qu'on parle, hein, je vous suis, on va aller à l'autre bout quand même. Qui c'est qui finance tout ça, Denis? Alors, ça coûte cher hein, de tout réparer. Il y a un budget de 800 000 francs pour faire. Donc, c'est tous des donateurs, c'est tous des privés. Bon, on a la loterie romande, on a comme un Nyon Région qui a mis quelque chose. D'accord. Et puis, nous, on fait des portes ouvertes, comme samedi qui vient. C'est ça, le 3 septembre. Alors, le but, c'est quoi? C'est de montrer un petit peu, c'est de donner la passion à d'autres, hein, de venir bricoler avec vous, déjà. Déjà ça, et puis pour les sponsors, qui voient ce qu'on a fait avec l'orage, quand même. Ah bah bien sûr, bien sûr. Alors, on continue. Elle fait combien de mètres de longueur, cette automotrice? Elle fait 16 mètres 5 tonnes de long, et puis elle fait 32 tonnes. 32 tonnes. Ouais, donc il faut quand même un entrepôt pour pouvoir la stocker. Hein. Et ici, ça s'appelle le contrôleur, ça. D'accord. C'était ici, ça c'était l'ancien, et c'est là, disons, où on met les touches, où on met le courant pour faire avancer la locomotive. Donc on a tout dû refaire, changer de système, parce qu'il n'y avait plus rien. Elle a été vandalisée, et on a tout refait à neuf. D'accord. Oui, il avait pour fermer.
il reste encore combien de temps de travaux pour qu'elle puisse être opérationnelle et circuler, à votre avis? Normalement, on n'a plus que les freins sur rail à monter sur les bougies. Ouais. Et après, on est bon. Là. Tout ce qui est électrique, c'est fini, on arrive au bout. On a 2-3 finitions. Bon, alors quelques mois, c'est ça ou bien? Ouais, donc, on peut dire encore une année. Quoi. et maintenant, le problème qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas où la mettre encore sur les voies. Ah, ouais. Alors, l'Union sincère, ils nous ont encore pas attribué quelque chose, puis comme ça a changé de direction. Ouais. Donc, pour le moment, maintenant, il faudra, Bah, c'est ça. Et alors, rattaquer la nouvelle. on va montrer ici parce discussion. que, voilà, le c'est- petit coin toilette, Voilà. Andrea, qui a été également tout retapé. Et puis là, les sièges. Bah, Denis, merci beaucoup. On arrive au bout de cette automotrice. Et alors, Andrea, si tu es sage, eh bien, je vais monter à l'échelle que tu vois ici en fin d'émission. Et puis, Denis va m'amener eh bien, sur le toit pour voir à quoi ça ressemble un toit rénové d'une automotrice donc, qui date de plus de 100 ans. Ici, on a refait tous les arts, tout a été refait. Hein. Tout est refait. Tout est refait. Eh ben, c'est flambant neuf et c'est très beau. Merci, Denis. On se retrouve après sur le toit, c'est ça? Ok, alors à tout de suite, André. Très bien, Alexandre, on se dira au revoir sur le toit tout à l'heure. On passe au sport et retour sur les derniers championnats d'Europe de tchoukball qui se sont tenus au début du mois en Angleterre. La Suisse a brillé en ramenant notamment 2 médailles d'or, une pour l'équipe féminine et une autre chez les hommes, moins 18. Bonne nouvelle, il y avait 2 Nyonnais et justement, ils sont avec nous sur le plateau. Je vous invite à me rejoindre avec moi, justement. Venez seulement, Alexandra Araujo, Arnaud Hurlimann. Félicitations déjà. Alexandra, je vois que vous venez avec la médaille. La fameuse. Arnaud, elle est où cette médaille? Elle est bien conservée chez moi, dans un cadre. En sécurité. Avec d'autres médailles ou c'est la première? C'est la 2e, si je ne me trompe pas. D'autres médailles de compétition moins importantes déjà. Mais... Ouais. Quand même, une médaille d'or, quel effet ça fait? Se dire qu'on est la meilleure équipe d'Europe, ça fait quand même un grand effet parce qu'on a beaucoup travaillé pour y arriver. On a eu des entraînements chaque mois, de longs entraînements de 4 heures pour chaque mois. Donc c'est vraiment voir les résultats après l'effort. Donc on peut pas rêver mieux. Alexandra, vous l'avez, cette fameuse médaille. Même question, quel effet ça fait de l'avoir? Et puis, est-ce que vous réalisez là, de l'avoir comme ça dans les mains? Alors, j'avoue que j'ai mis un peu de temps à réaliser quand même. C'est assez impressionnant. C'est ma toute première, donc on va dire c'est la plus importante. C'est la première, j'espère, avant une longue série. Puis, sachant qu'avec la pandémie et tout, les derniers jeux remontent à 2018. Ça fait comme 4 ans qu'on l'attend. On a perdu en 2018. Donc, c'est là où on va bien la garder, ça c'est sûr. Et heureusement, première, on rentre avec une médaille et une coupe, donc que du bonheur, franchement. Ouais, justement, le retour, comment il s'est fait? Est-ce que le club avait organisé quelque chose puisque vous rentriez en grand champion? Comment vous avez fêté tout ça? Racontez-nous. Alors malheureusement non, sachant qu'une partie de l'équipe est restée sur place, on a dû se séparer. Mais on a bien fêté sur place, bien fêté à la soirée surtout. Et je pense que j'espère fêter ça au premier entraînement dès qu'on vient, voir toute l'équipe. Ce serait incroyable. Ouais, c'est prévu pour quand le premier entraînement et du coup cette fête? C'est ce qu'on veut savoir. Le 3 septembre. 3 septembre, Samedi, on prend rendez-vous, est-ce qu'on peut venir? Volontiers. Moi je dis oui. Arnaud, racontez-nous comment ça s'est passé cette ambiance justement et ces championnats. Racontez-nous, décrivez-nous un petit peu ces championnats. Magnifique ambiance malgré quelques difficultés d'organisation avec des informations qui viennent assez tard. Tout s'est bien formulé au final, avec une excellente ambiance, pas mal de spectateurs. Vraiment, on voyait que ça faisait 3 ans qu'on attendait un championnat comme ça. Donc on a vu de l'engouement chez tous les joueurs et chez tous les spectateurs. Donc ça a vraiment donné une ambiance et puis on a vu beaucoup de gens heureux, dont nous tous. Ouais, alors vous avez triomphé les garçons 64-48 face à l'Italie. Les femmes, vous, contre l'Italie également 53-39. Alors les écarts sont grands, mais est-ce qu'on était habitué à voir une Suisse qui domine autant le championnat? Alors aux Européens, oui. Après, c'est vrai qu'avec le Covid, on a été une des seules équipes à peu près à continuer à s'entraîner. Il n'y a pas vraiment eu de pause, que ce soit à la maison ou au travers d'entraînement. Donc c'est vrai qu'on s'attendait un peu à un résultat pareil, avec un grand écart. Après, ça joue quand même, le fait que ce soit une finale, ça joue quand même beaucoup sur le stress. Il y a eu pas mal de fautes de notre part parfois, ça peut jouer. Là, on a rejoué contre l'Italie en finale. L'écart n'a pas été le même que le premier match qu'on a fait. Donc, on s'attendait à cet écart-là, mais une bonne victoire avec un grand écart quand même. Ouais, jouer en équipe suisse, ça implique quoi pour le restant de l'année, Arnaud? Des entraînements, beaucoup d'entraînements et aussi
c'est une expérience supplémentaire en fait. On sait qu'on ne s'arrête pas seulement au championnat suisse, mais qu'on a un objectif au final à la fin de la saison aussi, plus que juste le championnat suisse, vraiment à la fin de cette saison, les championnats du monde. Pour 2023 ? Exactement. On espère aussi faire de bons résultats, donc continuer à s'entraîner, il ne faut pas relâcher malgré une victoire comme celle-ci. Ouais, pour les filles, est-ce que c'est la même chose ? Est-ce qu'on y va à ces championnats du monde 2023 ? Oui, bien sûr, ouais. Avec la même envie, j'imagine, que de faire le meilleur score, le meilleur placement possible. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Alexandra Arnaud. C'était un plaisir et puis félicitations à toute l'équipe. Et puis on se réjouit que vous nous rameniez d'autres médailles. Très belle journée à vous. Merci. À bientôt. Merci. On passe à la culture. C'était un pari ambitieux. Il y a quelques mois, le syndic de Saint-Cergue lançait un festival de jazz. La première édition de Saint-Cergue Jazz Festival, financée par la commune, s'est tenue ce week-end. Immersion en images à l'heure du bilan. Dans les années 60-70, Saint-Cergue était connu pour recevoir plusieurs artistes dans les bars, restaurants et salles de musique et mettait à l'honneur notamment le jazz. La grande Lavelle était alors tombée amoureuse de ce village et s'y était installée. Aujourd'hui, le festival de Saint-Cergue souhaite lui rendre hommage avec un festival entièrement dédié au jazz. Une première édition, je vous propose d'aller voir. Alors on vient juste de rentrer dans l'enceinte du festival, une première zone accueil avec des restaurants, ça fait plaisir. Et puis au loin, la tente où la musique résonne. Bonsoir Paul Ménard. Bonsoir. Alors ça y est, 3 jours de festival, on est dimanche, dernier jour de fête. Ouais, Est-ce que c'était comme dans vos rêves ? Sincèrement, je suis un anxieux. Hein. Je pensais que ça ne marcherait pas. Mais sincèrement, puis je pense qu'hier, puis les 3 derniers jours... je pense que les gens ont été... c'était de la magie. Ouais, un anxieux, mais aussi très émotif. En tout cas, on ressent votre émotion. Pourquoi ? Je pense que c'est une grosse histoire qu'on a montée. Puis, c'était tellement fort, finalement, parce que sincèrement, je me suis dit pourquoi je me suis embarqué là-dedans. Mais finalement, quand je vois les résultats, là, il y a du monde. Là, puis hier, c'était encore plus complet. Puis c'est un grand défi pour un petit village. Puis ça a permis de montrer qu'un village comme Saint-Cergue, même si on n'est pas très grand, finalement, sans travail d'équipe, sans appui de la population, des choses comme ça peuvent pas être réalisées. Il y aura bien sûr un bilan. Oui. Vous, qu'est-ce que vous retenez du côté du positif déjà ? Qualité de la musique, qualité de la prestation. Puis aussi l'engagement tellement fort des employés communaux. Ça, c'est l'aspect positif. Oui. Qu'est-ce qu'on améliore pour la 2e édition ? C'est moi qui m'y engage, pas vous. Alors, qu'est-ce qu'on améliore ? Je pense que la restauration, il faudra la changer un peu, moi, je pense. Je pense qu'au niveau communication, par exemple, vendredi matin, je me rends compte qu'il n'y a pas de programme à distribuer. Mais c'est plein de petits trucs comme ça. Et à présent, on est en compagnie de Françoise. Vous êtes responsable bénévole, Françoise, et un petit peu finalement la femme à tout faire dans ce festival, on va le dire comme ça. C'est un grand mot. C'est un grand mot. Mais comment ça s'est passé pour vous ces 3 jours de festival ? Il y a une super équipe. Ouais. Et surtout des gens très compétents à des postes et surtout avoir envie que ça marche, c'est ça surtout. Est-ce qu'on a rallumé une flamme ? On espère. Ça, ce serait un but magnifique s'il était atteint. Ouais. En tout cas, d'après les gens qui sont passés par les concerts, on a aussi ressenti que les gens étaient très satisfaits et eux aussi ont ressenti plein d'émotions. On est en compagnie de Mathéo, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous faites partie des bénévoles. C'était quoi l'ambiance qui régnait ici durant le festival ? Alors, les gens très décontractés. Je pense heureux aussi d'avoir un festival comme ça ici à Saint-Cergue. Canezares, chanteuse et musicienne cubaine, bat son plein. Et il faut dire que le pari est réussi.
toute la salle est debout et tout le monde danse. Super, vraiment très bonne ambiance, très bonne qualité de la prestation, enfin vraiment un super concert. Magnifique. Je sais pas si Saint-Sergue était prêt. Hein. C'est ça la question qu'on se posait. Justement. Très belle prog. Là, il y a eu... Enfin, pour moi, c'est un concert que je ne pensais pas voir à Saint-Sergue. On est très heureux chaque fois qu'on est sur scène. Le public était merveilleux. On a eu un très bon moment. Et puis, pour les organisateurs de Saint-Sergue, c'est un premier défi puisque c'est la première fois qu'ils font ce festival. Vous leur dites quoi? Je leur dis bravo parce qu'en ce moment, vraiment, de soutenir la culture, de soutenir les artistes et d'apporter au public, après toutes les années qu'on a passées tellement difficiles, ont besoin justement de joie, de soleil, de communier ensemble. Et je dis très belle initiative et s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas là. Qu'avez-vous pensé de ce festival? Eh ben, c'était bien de le faire. C'était bien de le faire. On peut se poser la question, mais est-ce que c'est judicieux? Il y a déjà plein de festivals. Mais c'est très bien de l'avoir fait. Alors cette année, c'était un festival ambiance un peu village. On retrouve plein de gens du village qu'on connaît. Puis heureusement, il y a des gens qu'on ne connaît pas. Ça veut dire qu'il y a aussi des gens, j'allais dire de la plaine, qui sont montés à la montagne. Et tant mieux pour eux, écouter la musique. On a assisté à tous les concerts et on a fait la fermeture hier soir. La fermeture carrément, donc il faut dire qu'il y avait une bonne ambiance. Exactement. Ouais, ça s'est passé comment justement ce festival à l'heure du bilan? Qu'est-ce que vous en dites? Alors moi, j'en tire un bilan positif. Je trouve que c'était très agréable. On a eu des styles très différents et c'était une jolie découverte. Et moi, j'étais pour et je continue d'être pour. Vous êtes syndic de Saint-Sergue, oui. mais finalement, vous êtes lancé dans un tout autre métier. Est-ce que c'était votre rôle de faire ça? Je pense que le rôle d'une municipalité, c'est de créer du lien social aussi. Vous savez, d'où je viens, il faut regarder en dehors du cadre, hein, sinon ça ne marche pas. Il faut voir grand pour réussir. Bon, Ouais. puisque vous parlez budget, on va y revenir. C'est vrai qu'il y avait 50 000 francs qui étaient notamment demandés au Conseil, qui seraient utilisés en cas de déficit. Quel bilan financier vous en faites justement? Là, je verrai, mais on va sans doute le dépasser. Ça, c'est le déficit. Mais les gens, ils sont conscients que les premières, deuxième, peut-être troisième années, ça... Mais comme je dis, c'est... Un investissement sur du moyen long terme carrément. Exactement. Est-ce qu'il serait facile de convaincre justement les conseillers maintenant pour une deuxième, troisième, quatrième édition justement? Oui, je pense que oui. Non, mais oui. Oui. Non, mais on verra. Si sont contre, on s'adaptera parce que ça fait partie de la démocratie. Mais je pense que les sceptiques ont été confondus. Non, mais je le dis de manière drôle, mais... Non, mais même moi, je n'étais pas sûr, là. Saint-Sergue clôture ainsi sa première édition de son festival dédié au jazz. Reste à savoir si oui ou non deuxième édition il y aura. En tout cas, mon petit doigt me dit que le syndic, lui, souhaite poursuivre l'aventure. Ce soir, c'était un syndic très ému qui était à notre micro. Et rien que pour ça, le pari est réussi et ça fait plaisir à voir. Est-ce que vous êtes monté jusqu'à Saint-Sergue à ce festival? Qu'en avez-vous pensé? Faites-nous part de vos réactions et de vos commentaires par écrit ou alors en vidéo. On se réjouit d'avoir vos retours. Du coup, Alexandre, on retourne à toi. Fais-nous voir ce toit au-dessus du petit Nyon Saint-Sergue. Oui. Ah, on voit carrément la montée à l'échelle. Oui, c'était le but. C'était pour que tu puisses te moquer de moi un petit peu en ce mardi. Alors attends, parce que franchement, ça fait un peu peur. Surtout que j'ai qu'une main. Parce que tu imagines que je tiens le téléphone dans l'autre main. Voilà, ça y est, je suis sur le toit avec Denis. Alors, un petit mot sur le toit, ce sera le dernier mot pour clôturer l'émission. Voilà. Vous avez l'honneur de ça. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce toit de ce côté-là, ça c'est le photographe, c'est l'appareil principal pour ouvrir le courant sur la ligne. Oui. Celui-là, tout était complètement révisé. Et puis il est fonctionnel en plus, hein. Il doit, bien sûr. Puis ici, on a mis Ici, il y avait des bouts de bois comme isolation. Alors on a tout refait. Et ça, c'est toutes les résistances qui sont là, qui sont neuves, qui étaient tout recalculées neuves. Tout a été refait complet. Eh ben voilà, magnifique. Eh ben, si tu veux en voir plus, Andrea, il faut venir donc ce 3 septembre pour les portes ouvertes, pour voir cette magnifique automotrice. Denis, très belle journée à vous et à bientôt. Merci de m'avoir accueilli ici. Merci. Et le 3 septembre, il y a collation avec
tout ce qu'on veut, pour se rafraîchir et manger. Voilà, Collation avec tout ce qu'on veut. À quelle heure, Voilà. Alexandre? À quelle heure est-ce qu'on vient? Ah oui, c'est à quelle heure? C'est à quelle heure, Denis? À partir de 11h. À partir de 11h. Et puis il y c'est a gratuit. même un petit train qui tourne à vapeur pour les enfants. Ah bah alors, que demander de plus? On peut même amener les enfants. Voilà, Andrea, tu sais tout. Super. Et je bon. descends à l'échelle. Ouais, descends parce que j'ai un peu le vertige de te voir là-dessus. Redescends en toute sécurité. Merci beaucoup à Denis, à toi pour cette petite visite. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. Bonne suite de programme.